Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions du Bondi Blog. Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces dernières semaines, vous êtes donc candidat à la primaire de la gauche, ce qu'on appelle la Belle Alliance Populaire, qui a plus grand chose de beau ces derniers jours, on en reparlera ensemble. À mes côtés, les reporters du Bondi Blog. Donc, je vous présente Saïd Arbaoui. Bonjour. Bonjour. Maëva Lamy. Bonjour. Bonjour. Et Ilyes Ramdani. Et puis plus tard, d'autres reporters du Bondi Blog viendront nous rejoindre, notamment Jonathan Baudouin sur les questions économiques et Cosi Pastakia sur les questions liées à l'éducation. Mais avant d'entrer dans le dur, monsieur Hamon, le Bondi Blog a décidé de vous dresser le portrait léger, et c'est signé Saïd Arbaoui. On t'écoute. Je vais mettre mes lunettes comme vous. Benoît, ce prénom issu du latin benedictum, donc rien à voir avec la mayonnaise benedicta. Benedictum qui signifie béni. Première digue de la laïcité qui ronde dans votre parcours, et ça dès la naissance. Chapeau Benoît. Vous êtes né le 26 juin 1967 à Saint-Renan, dans le Finistère, non loin de la tribu de Dana. Vous avez vécu à Dakar, et quand j'ai appris ça, j'avais envie de parler avec vous de la canne, mais les échéances sont trop graves, et face à Manuel Valls, ça pourrait être une casserole de plus pour vous. Vous vous engagez en politique à 19 ans, l'âge fou, l'âge où on lâche 2000 € pour rater son permis. Moi aussi, à 17 ans, j'étais fou, et je manifestais contre le projet Fillon, ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Donc je manifestais pour... en fait, j'étais chez moi, je jouais à PES, mais c'était pas ça le plus grave. Le plus grave, c'était que Fillon, ministre déjà à l'époque, de l'éducation, donc en termes de renouvellement de l'offre politique, on va pas dire que 2017 c'est une année riche. Donc bref, Benoît, vous apparaissez aux yeux du grand public en 2008, au cours de cette sanglante campagne interne, le congrès de Reims, campagne du PS. Donc c'était le bon temps, on va dire. Le bon temps de l'opposition en 2008, c'était bien quoi. Domenech sélectionneur, crise bancaire mondiale, et Disco Beach qui chantait « C'est beau la petite bourgeoisie ». C'est vrai. Ouais. Qui boit du champagne. Voilà, merci Yes. Et C'est d'accord. une bonne référence. Et en parlant de bonne référence, Benoît, j'ai appris aussi que vous aimiez Dre. Docteur. Pas Julien, le collectionneur de montres, mais Dre, le collectionneur de tubes. Style Dre. Chronique freestyle sur Chronique 2001. Ça vous rend tout de suite sympa. Truc de ouf, un député qui écoute Chronique 2001. Il y a longtemps, quand C'est même, magnifique. Mais c'est du rap de vieux, ça, mon cher. Non, mais N'est-ce pas pas du rap de vieux, on va dire que c'est un classique quand même. Ouais, mais bon. Mais de toute façon, face à Valls, même un fan de Michel Sardou passe pour l'abbé Pierre. Le problème, il est là, Benoît. Le vote Hamon, est-ce qu'il ne se limite pas qu'à un vote anti-Valls? Ah, c'est une question? Ah oui, oui. Bah, c'est la fin de ma chronique. Valls. On est là pour ça. Ah, oui, oui. Mais je ne savais pas qu'il y avait une question à la fin de sa chronique. On n'est pas chez France Culture, mais c'est quand même... Si c'était cela, Ouais. ou si c'était que cela, je pense qu'il n'y aurait eu personne dans mes réunions. Je pense qu'il n'y aurait eu personne à débattre avec autant d'intensité sur le revenu universel d'existence, par exemple, qui pose beaucoup de questions légitimes sur la place du travail dans nos vies. Est-ce qu'il faut acter qu'il va se réduire, se raréfier ou pas? Comment est-ce qu'on se dote d'une protection sociale qui accompagne la réalité du travail, c'est-à-dire de carrières de plus en plus hachées, avec du travail non salarié, de l'auto-entrepreneuriat, de la création d'entreprises. On y Ce qui reviendra. me semble être une réalité, et pas le travail tel qu'il fut. Et je crois que la meilleure démonstration que ma candidature n'est pas une candidature qui se fondera Anti-Valls. juste sur si vous n'aimez pas Manuel Valls, votez pour moi, c'est la place justement qu'a pris cette question sociale dans le débat politique. Et quand elle prend une telle place, quand elle s'invite dans les repas du dimanche, dans les pauses café, etc., ça veut dire qu'il y a du sens à ce projet politique et qu'en tout cas une partie des Français s'y sont retrouvés. On y reviendra. Merci Saïd. Merci à vous. On va inviter Cosi qui va venir prendre la place de Saïd Arbaoui, Cosi Pastakia, journaliste au Bondi Blog. Benoît Hamon, vous avez été quand même la cible d'attaques extrêmement violentes ces derniers jours. Comment vous l'avez vécu, vous ? En fait, très honnêtement, je m'attendais à des attaques de cette nature. Je les ai trouvées très violentes, déplacées, blessantes. Blessante à quel point ? Parce qu'elles introduisent l'idée que je serais complaisant à l'égard d'un islam radical qui voudrait asservir les femmes,
que je serais complaisant et clientéliste à l'égard de personnes qui voudraient imposer leur dogme religieux à tous et à la République, et qu'elles introduisent une sorte de poison sur ce que serait mon ambiguïté sur cet engagement-là. Et bon, c'est très difficile en plus de parler de ces questions aujourd'hui, parce que dès lors qu'on dit islam, dès lors qu'on dit laïcité, se lèvent des passions qui sont des passions souvent très négatives, ou par un réflexe de protection, ou par une volonté d'agresser. Et Il y a quand même un ministre qui a dit dans que j'étais le candidat des frères musulmans. Vous étiez candidat des frères musulmans. J'ai hâte de savoir qui c'est. En fait, je croyais savoir, mais en fait, il s'avère que je ne sais pas. Je m'étais trompé, donc. Mais Vous allez voir l'intéressé, vous lui avez demandé? Non, mais justement, je croyais savoir, et en fait. Saunier, Ouais, non, mais en fait, je sais de la source que c'est pas lui, pas de lui-même, parce que ça, il y a pas. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui assumerait de dire une chose comme ça face antenne, comme on dit. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je pointe une petite contradiction quand même. Les mêmes qui ont trouvé parfaitement normal de décorer Mohamed Ben Naïef, héritier de la dynastie wahhabite, le wahhabisme étant un des principaux financiers aujourd'hui d'un certain nombre de mosquées radicales. Aujourd'hui, les mêmes qui pensent être dans leur rôle normal, qui d'ailleurs disent salafisme et jamais wahhabisme, là où le wahhabisme, comme les frères musulmans, sont deux courants d'un islam fondamentaliste radical. On pourrait aussi vous rétorquer que des contrats passés avec l'Arabie Saoudite, il y en a toujours eu. D'ailleurs, quand vous étiez au gouvernement, et à aucun moment on vous a entendu cette question-là, par exemple. Non, mais moi, ce que j'observe juste, c'est que on peut pas d'un côté décorer Monsieur Ben Naïef et ensuite expliquer que on est totalement, on a une frontière étanche entre tout ce qui relève aujourd'hui de la vitalité d'un courant fondamentaliste et qu'on est le meilleur combattant contre cela. Donc moi, je n'ai en l'occurrence décoré personne, reçu personne, frayé avec personne. J'essaie de me battre selon mes convictions. Et ce que j'ai rappelé, et c'est quand même dommage de devoir le rappeler à des gens qui se targuent de connaître la loi, c'est que la loi de 1905, c'est une loi qui, dans son article 31, dont on parle peu, c'est de cela dont j'ai parlé hier, punit quiconque voudrait obliger quelqu'un à croire ou quelqu'un à ne pas croire. Ce qui veut donc dire que cette loi, elle est, je ne vais pas dire presque parfaite, mais quasi parfaite. Elle a tout prévu. Mais elle garantit qu'à une femme, et c'est l'exemple que j'ai pris, qui a choqué hier soir, qui décide librement de porter le voile, elle est protégée par la loi de 1905. Par contre, elle dit aussi que quiconque voudrait obliger une femme contre son gré à le porter serait puni par la loi. Donc la loi de 1905, elle donne tous les instruments. Mais aujourd'hui, sous la pression de l'extrême droite, qui s'est historiquement opposée à la laïcité, à la loi de 1905, on a une sorte de détournement incroyable. Au sein même de votre camp. Oui, d'abord de l'extrême droite et de la droite, mais c'est vrai que cette semaine, Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes élu président de la République, imaginons. C'est ce que vous souhaitez en tout cas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dénoncez tous les contrats, par exemple, passés avec l'Arabie Saoudite, les contrats d'armement ou autres? Écoutez, il y a des engagements qui sont déjà pris par la France. Ce qui est certain, c'est que je n'aurai pas une diplomatie qui est fondée sur les intérêts commerciaux de l'industrie de l'armement. On peut pas construire. Oui, ou autre. Ça peut être l'énergie, etc. Je vous prends un exemple. Par exemple, avec Doux, il y a plein d'autres choses en Afrique avec les activités portuaires. Il y a l'énergie. Donc, évidemment, c'est important de pouvoir aussi assurer des débouchés à nos industries, mais ce qui m'a beaucoup frappé quand j'étais moi-même ministre, c'est de voir la place qu'occupaient finalement les négociations commerciales, le côté VRP des ministres, du Premier ministre, voire même du chef de l'État dans les échanges qu'on pouvait avoir avec un autre chef d'État, un ministre, etc. Et au point que finalement, les échanges sur la situation internationale, ce qui pouvait relever d'enjeux climatiques, politiques, géopolitiques, étaient presque occupés une portion congrue, et que l'essentiel c'était combien d'hélicoptères, combien de bateaux, combien de centrales, etc., etc. On va revenir à la France et à la politique. Dimanche, si vous êtes élu, il y a déjà plusieurs soutiens de Manuel Valls, on a entendu des députés, on a entendu un petit peu Ségolène Royal aussi, sous-entendre qu'ils pourraient ne pas vous soutenir et plutôt soutenir Emmanuel Macron. Est-ce que finalement le risque, c'est pas, en cas de victoire de votre part, une scission du Parti Socialiste?
Mais le risque, il existe toujours, que dès lors qu'il y a une primaire, celui qui est choisi, au terme d'un débat un peu clivant, ne réunisse pas et ne rassemble pas. Un peu clivant. Oui, assez clivant, oui. Mais moi, ma tâche, elle sera de n'oublier aucun geste pour dire que je veux rassembler. Est-ce que ça signifie que le projet que j'ai défendu sera remis en cause par le devoir que j'aurai de rassembler? Non. Parce que c'est ce projet-là qui aura été validé par les électeurs. Il sera bien sûr enrichi, amélioré, ça, il n'y a aucune difficulté à cela. Donc ce projet constituera l'armature de ma campagne aux élections présidentielles, mais je ne m'économiserai pas pour rassembler ma famille politique et au-delà. Et d'un mot, ce qu'on doit retenir quand même de cette campagne des primaires, c'est que les appareils, c'est bien, mais ni à droite ni à gauche, ça suffit pour manifestement pour vous assurer le plus beau des succès. Le score de Manuel Valls, soutenu par la totalité du gouvernement, les 2 tiers des parlementaires et les 3 quarts de l'appareil, au premier tour, hein, j'en parle, mais montre que cet impact de l'appareil sur l'opinion qui est celle des citoyens, cet impact est devenu en tout cas secondaire. Donc l'appareil ne fera pas ma campagne présidentielle. C'est pas à lui que je demanderai quel choix faire. Il aura sa place, mais Il y a c'est pas lui qui l'appareil, guidera, il y a l'appareil, il y a les campagne. médias. Et alors très clairement, je pense qu'on peut tous le dire, il y a eu un Hamon bashing au soir du premier tour, très flagrant. Vous, comment vous l'avez vécu pour les ressenti? Je regarde pas la télé. Non, mais honnêtement, mais je vous vous avez dis, des conseillers qui vous font des oui, revues et qui oui, vous bah, racontent. Il y a eu un certain nombre de commentateurs qui ont dit ce n'est pas sérieux, c'est la politique de l'utopie, l'illusion, et on entend ça, et ça vous savez. Oui, mais bon, ils sont gardiens d'un système qui échoue, fait entre 3 et 5 millions de chômeurs. Bon, je ne vais même pas revenir sur le caractère totalement, la vacuité de ces propos-là. Moi, je veux dire, les professionnels du bla 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 qui égrènent Dinanville, égrènent leurs leçons à longueur de journée. J'ai même vu Bruno jeudi dire que j'étais vaseux sur les questions de laïcité. Par tweet. Non, mais j'en profite pour le lui dire, que j'ai lu son tweet. Et la prochaine fois qu'il viendra m'interviewer, on reparlera de qui est vaseux et qui ne l'est pas. Très bien. Bruno, si tu me regardes. Non, mais je le dis parce que ces gens-là ne sont pas courageux. On a été interrogé des étudiants pour sortir un petit peu effectivement du commentaire dont vous parlez. Des étudiants de l'université qui n'est pas très loin, à Saint-Denis, Paris 8. J'ai enseigné. Pour savoir. Ah oui. Ouais. J'ai enseigné les institutions financières internationales parce que j'ai été professeur associé à Paris 8 après le Parlement européen et les financements européens. Et ben on leur a demandé ce qu'ils pensaient de vous, les étudiants de Paris 8. On va les écouter. Il y a un tarasque, ça. Benoît, est-ce que tu le vois président? Pas vraiment, non. Je trouve pas qu'il a la carrière d'un président, non. Après avoir violent de pouvoir, ceux de la gauche, je les vois plus trop comme des gens qui pourraient diriger ce pays, quoi. Je le vois bien en président, franchement, déjà, il serait mieux que Sarko et Hollande, largement. Et je suis d'accord avec ses idées, donc... Pourquoi pas, ouais. Il s'est fait plutôt discret, je trouve que c'était un peu la surprise de la primaire, comme ce qui s'est passé à droite, en fait, avec Fillon, et là, c'est passé un peu la même chose. On a eu Hollande, alors pourquoi pas? Je sais pas, je le connais pas. Et son visage me dit rien. Moi non plus, il me dit rien du tout. Je vois pas. Okay. Moi non plus, je le connais. Je sais même pas qui c'est en fait. Il est potable, ça va quoi, ça passe. Du moment qu'on fait pas comme l'Amérique. Physiquement, je l'aime bien. Il sort un peu de nulle part et j'ai pas beaucoup entendu parler de lui. Désolé Benoît. Non mais moi ça me... contrairement à contraire, c'est une invitation à continuer à me battre. Je vais partir probablement avec des intentions de vote modestes. Au départ des primaires, je suis parti avec entre 7 et 11%. Tout le monde disait, mais Benoît Hamon, faut qu'il se retire en faveur d'Arnaud Montebourg. Moi, je pensais que j'avais un projet qui méritait d'être défendu et j'étais confiant dans la capacité de ce projet parce que il propose ce que j'ai appelé un futur désirable de rassembler. Et ben, je ferai pareil aux élections présidentielles. Il n'y a aucune raison. Ça m'encourage à aller rencontrer ces jeunes femmes étudiantes et à me battre sur les idées qui sont les miennes. Puis, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si j'étais déjà au taquet ou au plafond, ce serait pas bon. La marge de progression. On va aller plus dans le fond du coup de vos propositions, notamment celles autour des quartiers populaires. Et de l'éducation, et c'est posé. En fait, des propositions assez précises pour les écoles, notamment les REP. Vous parlez notamment d'un plafond de 20 élèves par classe. Vous parlez aussi d'un droit à la scolarisation dès 2 ans.
et la création de 5000 postes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concrètement comment ça va se mettre en place? Bon, le plus simple, ce sont les plafonds d'élèves par classe. Le plus compliqué, c'est la scolarisation avant 3 ans. Le plus simple, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à 23. Et moi, j'ai proposé que ce soit 25 maximum dans toute la France. Et en Outre-mer, dans les zones rurales isolées et dans les zones en REP ou REP+, à 20 élèves. Alors pourquoi d'abord? Parce qu'il y a eu de nombreuses études qui montrent qu'il y a une corrélation très directe entre la réussite des élèves les plus en difficulté au départ et le nombre d'élèves par classe, pour la bonne et simple raison que moins il y a d'élèves, plus le temps qu'on consacre à chaque élève est important de la part des enseignants. Voilà, ce qui apparaît logique, et en même temps c'est mieux de l'avoir documenté et c'est étayé. Donc je pense qu'il faut le baisser. Les créations nécessaires de postes, pour cela, c'est 20 000 postes qui sont nécessaires pour pouvoir faire face à cela. Ça veut dire que vous êtes dans une école où il y a, admettons, 4 classes de 25 élèves. S'il y a un élève supplémentaire qui arrive dans l'école, ça suppose que vous fassiez 5 classes de 20. Et une 4 de 20 et une de 21 pour être plus précis. Mais donc l'objectif, il est vraiment là de garantir qu'il y a un plafond et pas qu'on continue à faire une moyenne. On dit aujourd'hui on est à 23, mais pour constater qu'on est à 15 dans certains endroits et à 30 dans d'autres. Pour 20 dans les quartiers populaires, là aussi, pourquoi? Parce que tout se joue dans au primaire, beaucoup se joue en primaire, arrêtons de dire tout parce que c'est pas vrai, mais beaucoup se joue en primaire et notamment dans ce qu'on appelle le cycle 2, CP, CE1, CE2. Et l'effort qui a été porté sur le primaire commencera à porter ses fruits, mais il faut, à mon sens, maintenir la priorité. Pourquoi c'est plus dur la scolarisation avant 3 ans? Nous sommes ici en Seine-Saint-Denis, un des départements où ce serait le plus utile. Ce serait la Seine-Saint-Denis. Pourquoi? Parce que c'est un département déjà en matière de prise en charge de la petite enfance où les demandes sont les moins bien couvertes parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et que pour faire face à cela, l'offre de crèches, par exemple, et même publique, ici, il y a pourtant des crèches départementales, ce qu'il n'y a pas ailleurs, crèches municipales, crèches d'entreprise, etc., l'offre est moins bonne. Donc du coup, cette scolarisation entre 2 et 3 pourrait permettre de soulager des parents qui souhaiteraient que leur enfant soit pris en charge dans un cadre collectif, parce que là encore, toutes les études le montrent, plus la socialisation et la scolarisation est précoce, plus la trajectoire scolaire de l'enfant est bonne. Un dispositif national ou propre au quartier Quoi, la scolarisation des deux. Ah non, le droit à la scolarisation, l'idée c'est que ce soit national, mais là où elle devrait être, où l'accent devrait être mis, ce sont dans les départements où nous savons qu'il y a la part des enfants issus de familles d'origine modeste est plus importante, et pour qui ce dispositif est plus important que d'autres. Donc, ça voudra donc dire qu'il faudra avoir un traitement différencié, académie par académie, des moyens qui sont affectés. En l'occurrence, le plus de maîtres que de classe, de plusieurs milliers d'emplois là aussi. Moi j'ai chiffré. Le coût que ça va. C'est le nombre de places, en tout cas de postes de professeurs nécessaires pour améliorer la formation continue, faire le plafond à 20 et 25, mettre en place le cycle, ce que j'ai appelé le plus de maîtres que de classe interdegrés, et monter en puissance la scolarisation avant 3 ans, c'est 40 000 emplois. Donc on est à plus de 4 milliards d'efforts supplémentaires budgétaires sur l'éducation nationale. On me dit oui, vous créez encore des postes, oui, parce qu'on en a besoin. Et d'ailleurs, de vrais enjeux. C'est quoi? Vous les financez c'est de l'endettement? C'est probablement du déficit, et j'assume totalement. Moi, je pense que dans une trajectoire de finances publiques, creuser les déficits d'1,5 du PIB, ça correspond à une trajectoire raisonnable selon la plupart des économistes, dès lors que on est dans le champ de l'investissement, et que cet investissement, parce qu'il élève le niveau de formation et moyen, donc le niveau de qualification, on ne fera pas que du déficit dans le domaine de l'éducation, on en fera aussi en matière de transformation de l'agriculture en agroécologie. Donc là, on crée de l'emploi, donc ça rapporte de l'argent. Donc faut surtout en finir avec le dogme de l'austérité. Il n'y a pas un économiste sérieux qui vous dit que c'est raisonnable de continuer à faire de la rigueur et de l'austérité aujourd'hui. On continue sur la question de l'éducation, mais alors vous proposez de développer la mixité sociale, et pour cela vous axez sur la sectorisation, l'affectation et la contractualisation avec l'enseignement privé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors, il y a là encore, il est démontré que plus il y a de la mixité sociale, mieux c'est. D'ailleurs, c'est un peu contre-intuitif pour les familles, on va dire,
les mieux dotés, en capital, social, économique, etc., qui se disent « Ouh là là, si j'ai des enfants issus de familles modestes, ça va tirer tout le monde vers le bas ». D'abord, les enfants issus de familles modestes ne sont pas forcément des moins bons élèves. Bon, ça, c'est des réflexes qui existent parfois dans certains milieux. Mais c'est surtout que, dès lors qu'il y a la mixité sociale, il est démontré que les échanges qui sont permis par le fait que les élèves n'aient pas forcément le même niveau, qu'ils n'aient pas forcément le même environnement, sont bénéfiques à tous. C'est-à-dire, les meilleurs élèves tirent plus facilement les moins bons, et en tirant les moins bons, s'améliorent eux-mêmes, alors que quand on est sur des niveaux identiques, bah, pour ceux qui sont de faible niveau, on voit bien comment ça vous tasse vers le bas, et pour les autres, on s'améliore beaucoup moins vite que quand on est dans une classe où il y a de la mixité. Alors, comment vous faites ça, monsieur ? Alors, je propose deux choses. C'est que désormais, il puisse y avoir des bassins de recrutement qui permettent cette mixité. Si vous êtes sur un bassin totalement homogène sur le plan social. Je prends certains quartiers ou certaines villes qui sont très homogènes socialement et où vous allez avoir du mal à faire de la mixité sociale si vous n'allez pas recruter des gens extérieurs à la ville. Donc il faut avoir un bassin qui soit un bassin plus large et qui tienne compte, en tout cas mélange des populations qui sont des populations d'origine, de milieu et de niveau de vie différents. Donc bassin, une sectorisation différente. Qu'ensuite, dans le recrutement, il soit fondé sur quoi ? D'abord, des vœux multiples des parents, en fonction justement de ce bassin. J'ai la possibilité de choisir 1, 2 ou 3 ou 4 collèges, de hiérarchiser mes vœux. Donc une démarche qui consiste à dire, ben voilà, c'est là que je préfère. Et ensuite un objectif qui est celui de l'éducation nationale, qui est d'assurer que chaque collège, en l'occurrence, ce qui est plus facile à faire pour les collèges que pour les écoles, collège. Parce que là, vous êtes uniquement sur le secondaire, ouais, mais le problème, il est aussi valable. Je sais, mais il est plus compliqué dans les écoles, étant donné que, pour être très honnête, si vous emmenez, si vous obligez à emmener vos enfants très très loin de là où vous habitez, on peut se retrouver dans des situations plus difficiles. Très dense, oui. Type par exemple 18e arrondissement de Paris. D'ailleurs, c'est le cas. La mairie de Paris a mis en place une expérimentation sur cette question-là de la mixité sociale. Sur des territoires comme ça très denses, il y a possibilité. Mais sauf oui, qu'on se retrouve effectivement avec des freins de la part de parents qui considèrent que mettre leurs enfants sur des écoles qui sont moins cotées du quartier, avec moins bonne réputation. Mais alors justement, une énorme crainte avec des parents qui ne veulent pas y aller. Alors là, justement, je ne prétends pas avoir un système parfait parce qu'il n'y a pas de, c'est très difficile. En tout cas, il y a des vœux, mais l'objectif ensuite du ministère de l'Éducation nationale est à partir de ces vœux de s'assurer que chaque établissement répond bien à des critères de mixité sociale, c'est-à-dire que ça mélange vraiment. Donc, on change les bassins de la sectorisation. On ouvre la possibilité de faire des vœux, mais on a un objectif de la part de l'administration qui affecte les élèves, qui est bien la mixité sociale. Comment éviter que finalement ce système soit contourné ? Eh bien, en appliquant le secteur privé dans la discussion sur la mixité sociale. Il ne sera pas possible... Vous l'avez déjà contacté ? Non, Qu'est-ce qu'ils en pensent ? non, je ne les ai évidemment pas contactés à cette étape, mais j'observe que quand on a eu la discussion avec le secteur ou l'enseignement privé sur la réforme des rythmes, ils n'y s'y étaient pas engagés. Progressivement, ils l'ont fait. Parce qu'ils ont jugé que, finalement, d'abord, il y avait du bien fondé à faire travailler les enfants un matin de plus, que les activités périscolaires pouvaient avoir aussi du sens, et progressivement, l'enseignement privé s'y met. Ce que je crois, c'est que dès lors que l'enseignement privé, par contrat, est associé au service public d'éducation, qui aujourd'hui, nous constatons que la reproduction sociale, la reproduction des élites se nourrit de l'absence de mixité dans certains territoires et que ça devient un objectif prioritaire des politiques publiques, il est légitime d'ouvrir une discussion avec l'enseignement privé pour voir de quelle manière il est impliqué dans une politique de mixité sociale. Sinon, vous aurez toujours la possibilité de contourner un dispositif. Donc, moi, j'aurai la discussion... sereinement, tranquillement. Le but, c'est pas d'arriver et d'imposer quoi que ce soit, mais on verra de quelle manière poser les termes d'une implication de l'enseignement privé à ces objectifs de mixité sociale. On passe aux questions de discrimination, monsieur Hamon, avec une question de COSI. En quoi consiste votre police de discrimination et de quel pouvoir elle disposera exactement ? À peu près les mêmes que la répression des fraudes. Aujourd'hui, admettons, j'ouvre un restaurant à Bondy. Ce restaurant va être contrôlé par la répression des fraudes pour voir si ma carte est conforme à la loi, si quand je dis que je fais du fait maison, c'est bien du fait maison, si je respecte bien tout ce qui relève de l'information des consommateurs, etc., etc. Si je suis en infraction, je peux avoir un simple rappel à la loi, je peux avoir un avertissement, mais je peux avoir aussi une amende et je peux voir mon établissement fermé administrativement si je ne respecte pas la loi. Ce qui m'apparaît frappant en matière de discrimination, c'est que la réalité aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de nos compatriotes, les discriminations sont une réalité,
et les droits sont virtuels, notamment l'égalité, la fraternité, etc. Donc, il nous revient à nous, puissance publique, de faire en sorte que ce qui est un droit, garanti, inscrit dans la loi, soit effectif. Alors, il peut devenir effectif dès lors qu'une victime de discrimination va porter plainte, que cette plainte est enregistrée, qu'elle ouvre une procédure judiciaire, que la justice lui donne raison, et au terme de cette démarche personnelle, il aura obtenu réparation du préjudice qu'il a subi. Mais il me semble aussi intéressant de dire qu'en amont des discriminations, il revient à la puissance publique de vérifier si dans l'accès au logement, dans l'accès, comme dans l'affaire du café de Sevran, à un café, en réalité ou pas, est-il interdit ou pas aux femmes? C'est quand même intéressant de vérifier, de tester. Ou dans l'affaire d'un accès à un emploi, la réalité des discriminations existe ou pas. En gros... Vous savez bien que la plupart des discriminations, elles sont pas clairement dites, elles sont dans l'air, elles sont difficiles à quantifier, à juger, etc. Mais elles se vérifient... c'est assez... Comment font les agents de la répression des fraudes? Quand ils testent, par exemple, un commerce sur Internet ou quand ils font les clients, ils jouent les clients mystères, en gros. Ils sont clients et ils vérifient si oui ou non on est conforme à la loi. Alors, qu'on refuse un emploi ou un logement parce que je viens de tel quartier, parce que j'ai telle origine. Vous pouvez envoyer vous pouvez tester à plusieurs reprises avec plusieurs personnes. Le testing, ça a été fait par différents gouvernements, on a prouvé que ça existait. D'accord, mais on a là des corps d'inspection qui sont des inspections qui vérifieront la réalité des procédures, c'est leur conformité avec la loi, si oui ou non il y a sur la question de la discrimination à l'embauche ce qui apparaît être une discrimination évidente. Des fois, ça ne sera pas. Je ne dis pas que ce sera un travail. On est dans un travail d'enquête. Vous savez, quand on a fait, quand les enquêteurs de la répression des fraudes ou l'inspection du travail se heurtent à la remise en cause de droits des salariés, à du harcèlement, c'est pas facile de prouver le harcèlement. Par exemple, dans une entreprise, c'est pas facile de prouver qu'un burn-out est lié directement à l'organisation du travail. Donc, pourtant, ce travail-là, il est fait par des corps d'inspection. Et bien, moi, je veux que dans le domaine des discriminations, nous disposions d'un corps d'inspection qui fasse ce travail-là, qui évaluera ce que sont les bons process. Tout le territoire, 1000 inspecteurs. Ça va coûter 600 millions d'euros. Mais l'objectif, c'est que progressivement, on se dote ce que j'ai appelé une police des discriminations, comme il y a la répression des fraudes, ou la répression des discriminations, mais qui, en amont des difficultés, teste, évalue la réalité des discriminations. Vous proposez aussi de récépissé lors des contrôles d'identité. Vieille proposition. Oui, vieille proposition, un peu comme le droit de vote des étrangers, on en parlera aussi. Vous faites quoi si les syndicats de policiers s'élèvent contre, ce qui, à mon avis, va se passer? C'est sûr même que ça va se passer, puisqu'ils sont contre. Écoutez, moi je proposerais ce qui aurait dû être fait il y a déjà 5 ans de cela, mais n'a pas été fait. Je propose simplement de reprendre le principe de l'expérimentation. Moi, je suis favorable au dialogue social avec tous les syndicats de police, comme syndicats d'infirmières, comme syndicats du privé. Donc, le dialogue existera, mais cette expérimentation aura lieu. Ne serait-ce que pour lever, aujourd'hui, des critiques... Un projet de loi. L'expérimentation ne relève pas, à mon avis, d'une loi. C'est la généralisation des récépissés de contrôle d'identité qui supposera sans doute un texte de loi. Mais une expérimentation, elle peut très bien se faire à partir sans passer par la loi. Vous savez déjà à quelle échelle, etc. Je propose 3 départements. Un département en zone mixte, c'est-à-dire zone police, gendarmerie. Un département. 5 sur votre programme. Oui, mais pour faire vite, le plus simple, c'est de faire 3. En fait, pour les caractéristiques, si c'est 5, ce sera 5. Mais en zone gendarmerie, c'est-à-dire uniquement, uniquement de la gendarmerie avec des à dominante rurale, et un département en zone urbaine dense. Ça pourrait être Paris, ça pourrait être... Ça passe pas par une loi, donc c'est assez rapide peut-être après votre élection si vous êtes élu. Et ça prend combien de temps? L'expérimentation dure combien de temps avant qu'on tire des conclusions? C'est difficile de me mettre à la place de ceux qui piloteront l'expérimentation. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Surtout s'ils ne sont pas d'accord. Oui, mais bon, les policiers sont des fonctionnaires. C'est pas parce qu'on a vu des policiers manifester très peu nombreux dans l'illégalité que c'est pas une administration qui respecte la loi, qui respecte la hiérarchie et les instructions qui lui sont données. Mais surtout si c'est pour améliorer. Et ils l'ont d'ailleurs dit à plusieurs reprises, notamment lors de l'examen du projet de loi égalité et citoyenneté, dans un projet de loi dans lequel l'amendement justement récépissé a été retoqué. Ils l'ont dit, état d'urgence, lutte contre le terrorisme, c'est pas une priorité, c'est quelque chose qu'ils disent régulièrement sur cette question du récépissé.
Mais c'est jamais une Vous n'allez priorité. pas faire contre, quoi. Non, mais c'est jamais une priorité. Ce sera jamais le bon moment. Et là, je peux entendre ce qu'est la réalité aujourd'hui des conditions de travail des policiers. C'est une des raisons pour lesquelles, passage qui montre que j'écoute ce qu'on me dit quand je vois que, par exemple, les officiers en ZSP ont le droit à une prime, mais pas les gardiens de la paix, pas les simples policiers. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, exercer son métier de policier en zone de sécurité prioritaire, avec une réalité de la violence qui est très différente d'une zone, on va dire, beaucoup plus tranquille, suppose que, sur le même modèle que la rémunération des professeurs en REP et REP+, on ait une incitation qui soit une incitation financière. Donc, je me préoccupe aussi de leurs conditions de travail. Mais il me semble qu'il faut expérimenter les récépissés pour mettre en œuvre des stratégies qui soient des stratégies qui apaisent la relation police-population. Il n'est pas normal aujourd'hui que des personnes aient le sentiment, alors qu'elles sont vulnérables, elles-mêmes soumises à l'insécurité, qu'elles ne sont pas protégées. Et c'est plus que du sentiment, puisque c'est des choses... Oui, non mais voilà. Mais... Dernière chose... Juste une question pour prolonger sur ces relations entre la police et la population. Vous connaissez l'histoire d'Adama Traoré, qui est mort à Beaumont-sur-Oise après une interpellation par la gendarmerie. On ne vous a pas entendu à ce sujet. Pourquoi? D'abord. Il y a plein de parce qu'on n'intervient pas sur tout. Non, mais vous êtes élu de banlieue. Oui, mais c'est pas. J'interviens pas. Oui. On parle beaucoup. Mais, il y avait une attente de réaction politique et il y a eu très peu. Mais j'ai été très sensible. Moi, j'ai écouté ce que disaient un certain nombre de parlementaires, pro Yamir Chahi notamment. J'ai vu les volte-face qui ont été celles du procureur, les déclarations contradictoires des pompiers et des gendarmes. Dans la famille d'Adama Traoré aussi, des positions qui étaient parfois des positions un peu différentes, parfois selon les différents membres de la famille. Il me semble que l'attitude qui sera la mienne dans ce genre de situation, elle n'est pas systématiquement de se mettre du côté de ceux qui sont détenteurs de la force. Et autant moi je fais confiance dans les policiers et les gendarmes pour exercer leur mission avec discernement, autant je considère que dès lors qu'il y a un doute, dès lors qu'il y a le soupçon d'un usage disproportionné de la force, dès lors qu'il y a un faisceau d'indices qui montre que il a pu y avoir ou une intention délibérée de neutraliser une personne et d'un usage disproportionné de la force qui conduit à la mort, je pense que dans ce cas-là, la pire des positions, c'est celle qui tend ou laisse à entendre qu'on dédouane les forces de l'ordre de toute responsabilité. Mais parce que honnêtement, sur ce dossier-là, donc que j'ai vu, que j'ai perçu, mais oui. Des gens dans les quartiers de voir écoutez, il y a des politiques prendre la parole. Peut-être. Pouria Amir Chahi l'a fait à l'Assemblée nationale. Mais je l'ai fait sur d'autres dossiers. Mais en tout cas, peut-être ne l'ai-je pas fait assez. Peut-être que j'accepte la critique volontiers. En tout état de cause, j'ai essayé de suivre cette affaire, de me faire un avis. J'avais l'impression qu'il me manquait des éléments pour me faire. Un risque politique pour vous? Côté des risques politiques, si on prend beaucoup quand même, vous croyez pas? C'est pas ça qui me fait peur. C'est pas. Non, mais je pense pas être de ceux qui sont effrayés par les risques politiques. Est-ce que c'était une faute de la part du gouvernement, de la part de François Hollande, du président de la République, de ne pas tout simplement juste présenter les condoléances au nom de l'État français à la famille d'Adama Traoré? Je sais pas si on peut parler de faute. Je pense que c'est mieux, en général, d'être bienveillant. Et d'être bienveillant, c'est... François Mitterrand l'avait fait, par exemple. Oui, mais c'est pour ça que je dis, je caractérise les choses comme des fautes, etc. Donc, moi, en tout cas, dans l'approche qui sera la mienne de l'exercice du pouvoir, et dans un pays qui est fracturé par les inégalités, par les discriminations, mon approche sera bienveillante, ce qui ne veut pas dire naïf ou laxiste, comme tout le monde l'entend. La bienveillance, c'est vouloir le bien. C'est donc étymologiquement. On va passer à l'économie et on va demander à Jonathan de nous rejoindre. Jonathan Baudouin. Monsieur Hamon, vous nous proposez le revenu universel en plusieurs étapes, dès 2018 avec le relèvement du RSA, à hauteur de 10%, avec un revenu universel qui sera de 600 €, qui sera versé automatiquement aux ayants droit. Et aux 18-25 ans. Et j'y viens. Et revenu d'existence versé donc à tous les jeunes sans condition de ressources. Et du coup, à terme, ce revenu ce revenu universel atteindra les 750 €. On a continué notre discussion avec les étudiants de Paris 8 pour savoir tout simplement s'ils connaissaient le revenu universel, et vous allez être assez surpris. Le revenu universel, je pourrais pas te dire ce que c'est parce que je me suis pas renseigné dessus. Après, moi, je connais pas trop les détails. Ce que je sais, c'est que ça nous aide.
Après, les trucs techniques, pratiques, je sais pas trop comment ça se passe. Elle vient de me dire qu'en gros, tous les étudiants, ils auraient le droit à une aide s'ils taffent pas. Ça veut dire que tous les étudiants auront le droit à une sorte de bourse, etc. Genre, c'est ça? Mais c'est sous quelles conditions le revenu universel? C'est pour tout le monde? Enfin, sans condition de... Après, ça dépend comment il va mettre ça en place. C'est assez inconnu. C'est flou encore. Ouais, on sait pas trop ce que c'est. Ouais. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est bien. Et je pense pas que c'est pas forcément le fait qu'on ne s'informe pas assez, c'est plutôt qu'on ne nous informe pas assez en fait. Donc, Et vous êtes étudiant en infocom. Information et communication. Voilà. C'est assez sympa, je trouve, la fin. Mais globalement, tout de même... C'est votre journaliste qui est un peu taquine sur ce coup-là. Oui, c'est ça, il est choqué là d'ailleurs. Sur le côté, on n'est pas assez au courant. Est-ce que vous pouvez comprendre, ou en tout cas accepter, le fait que sur cette question-là, il n'y a pas eu assez de pédagogie de votre part, non pas dans les médias traditionnels, je l'entends, mais vraiment sur les médias qui sont à destination des jeunes, qui sont quand même, je crois, la cible de ce revenu universel. Alors, j'admets volontiers. C'est d'abord le sujet n'est pas nouveau dans l'absolu, mais il est nouveau dans le débat public, en tout cas dans la place qu'il occupe. Qu'universel, on se demande pourquoi, et on oublie en fait qu'on a déjà des systèmes de protection sociale qui sont universels. J'ai pris l'exemple hier soir lors du débat avec Manuel Valls, mais la grippe de Madame Bettencourt, elle est remboursée de la même manière que la vôtre. Sauf que le système fonctionne sur quoi? Sur le fait qu'on cotise à due proportion de ce que l'on peut. Et donc demain, le jeune homme évoquait, mais je ne trouve pas normal que quelqu'un qui a 6 000 euros touche 6 600. Mais à ce monsieur qui gagnait 6 000 euros et qui recevrait théoriquement le revenu universel, il va lui être prélevé plus... au moins l'équivalent du revenu universel en impôt. Mais en fait, c'est symbolique. Mais parce que si la mesure est automatique et qui est sur la feuille de salaire, en fait, c'est un mécanisme de redistribution, c'est un mécanisme de transfert de richesse. En fait, on ne lui donne pas. Dans ce moment-là, le fait, c'est une allocation universelle. Cette personne pourra recevoir du revenu universel si elle gagne moins d'argent. Mais dans les faits, effectivement, on ne va pas dire 600 euros et on les reprend. C'est donc sur la feuille de paye que se retrouvera cette somme qui peut être indiquée d'ailleurs. 600 euros au titre du revenu universel, mais par l'impôt sur le revenu prélevé à la source, il va lui être prélevé au moins autant que ce qui lui est donné. Et pour Madame Bettencourt, elle aura 600 euros, mais dans le prélèvement à la source de l'impôt qui lui est prélevé, elle aura, bon là, je ne sais pas combien elle gagne Madame Bettencourt, mais ça doit être dans les hautes altitudes, mais là, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, de quoi payer des revenus universels pour d'autres. Ce qui veut donc dire que, dans les faits, quand on dit 600 euros pour tous, en réalité, pour certains, ce sera 300, pour d'autres 600, et tout le monde n'aura pas son salaire plus 600 euros, puisqu'il y a un phénomène de redistribution, sauf à ce qu'on mette en place un système qui est payé par l'État. Mais alors là, on n'a pas les moyens sur le budget de l'État de financer cette mesure. Justement, par rapport à cette proposition phare de votre programme, qui est donc sans condition de ressources, du coup, on se demande si finalement, y a-t-il un caractère véritablement équitable? Parce que vous avez donné un exemple le 8 décembre dernier dans l'émission politique, c'est celui de M. Bolloré. Vous avez dit M. Bolloré recevra son revenu universel. On se demande vraiment si c'est une mesure d'équité telle que vous la présentez. Bah écoutez, c'est simple. Je peux écrire? Ah non, c'est pas... je me permets. Monsieur Bolloré, admettons qu'il gagne 150 000 euros par mois. Hein, voilà. Il a par ailleurs des revenus qui sont des revenus du capital. Nombreux, un patrimoine immobilier et financier nombreux. Plus 600 euros. Comment le finance-t-on pour que ces 600 euros soient donnés à toute la population? Tout simplement en mettant en place une fiscalité sur le patrimoine financier et immobilier et une fiscalité sur les plus hauts revenus qui permettent les transferts, qui sont les transferts de richesse vers le financement de la mesure, c'est-à-dire les personnes qui, elles, ont véritablement besoin de ces 600 euros. D'autre part, on peut créer deux mécanismes supplémentaires. Le premier, c'est une réallocation d'une partie du CICE, du pacte de responsabilité qui arrose le sable sans aucun résultat en termes d'emploi. Et trois, c'est la fameuse taxe sur les robots. On m'a dit, ah bon, il est fou, il va faire une taxe sur les robots. Mais qu'est-ce que je propose, moi? C'est aussi bête que... C'est assez simple. C'est si demain, dans mon entreprise, j'ai, admettons, 10 personnes aux caisses, magasins, etc. Que sur ces 10 personnes aux caisses, l'année suivante, je remplace 5 que je remplace, non pas par des caisses automatiques, mais désormais des portiques. Vous avez passé comme l'aéroport sous un portique, ça scanne votre... Donc j'en ai plus que 5. En réalité, pour financer la protection sociale des hommes,
les robots n'ont pas de sécurité sociale jusqu'à présent, vous n'allez plus payer que 5 cotisations sociales, là vous en payez 10. Pourtant, vous faites autant de richesses avec les portiques. Ben, la réalité, c'est que de facto, vous faites l'économie d'un salaire et l'économie d'une cotisation sociale en gagnant plus d'argent qu'à l'époque où vous aviez 10 salaires. Eh bien, moi, je veux que l'assiette des cotisations sociales patronales ne soit plus assise sur le travail, c'est-à-dire le nombre de salariés dans l'entreprise, mais sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse produite dans l'entreprise. Ainsi, le robot, indirectement, s'il se substitue à l'homme, devient cotisant à la sécurité sociale des hommes. Et ça me paraît être le bon sens, surtout quand on voit aujourd'hui que dans le secteur des services, cette automatisation, cette robotisation contribue à raréfier le travail. Sinon, on n'aura plus de sécurité sociale. Alors là, on peut se dire que la retraite, ça sera bientôt à 70 ans. Et il faudra cotiser 48 annuités complètes pour pouvoir avoir une retraite à taux plein. Donc, c'est ce que je propose. Universel, vous citez souvent Thomas Piketty, mais il n'est pas d'accord avec ça, sur la question de donner à ceux qui ont... Et il propose une idée. Il dit d'abord que c'est pertinent et innovant sur le plan économique et social, tribune qu'il a co-signée avec Dominique Méda, etc. Et il propose de donner du revenu universel à mais des personnes qui touchent plus de 6 000, 7 000 euros, 8 000 euros. En fait, il n'y a pas unanimité non, sur mais cette question. il propose de dire, lui, plus simplement que ça doit être sous condition de ressources. Mais moi, je suis prêt à examiner avec ces économistes quelle est la deuxième étape. Et quand j'ai proposé que, première étape, bénéficiaire du RSA, automatisation de la mesure, revalorisation de celui-ci à 600 euros, plus distribution aux 18-25 ans, et que la seconde étape soit discutée dans une conférence citoyenne, et qu'elle vise à voir de quelle manière on généralise. Si pour atteindre la généralisation du revenu universel, il faut en passer par une mesure intermédiaire, moi j'y suis ouvert. Et comment vous dire, on attend de moi que je markete tout, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je ne sais aujourd'hui pas dire, et je l'assume, quels vont être dans le domaine des salaires, par exemple, l'impact de la mise en œuvre du revenu universel sur l'économie. Je sais simplement que quand on va faire le revenu universel pour les jeunes, on va mettre 45 milliards d'euros en circulation dans l'économie. Je pense que ce sera bon. Je pense aussi que pour les étudiants, ça permettra de libérer bon nombre des 600 000 emplois étudiants occupés par des personnes qui sont obligées de travailler pour se payer leurs études et qui préféraient réviser leurs examens plutôt que de bosser pendant leurs études. Donc il y a un impact sur l'économie qui est évident. Mais observez que c'est quand même incroyable qu'à chaque fois qu'on parle d'une solution qui essaye de penser ce qui est la transition du travail ou la transformation du travail et qui pourrait représenter un progrès social, on me dit combien ça coûte et pas combien ça rapporte. Ben moi, je revendique de dire que ça rapporte. Et justement, sur la transformation du travail, avant de laisser la parole à Jonathan, vous dites dans votre programme, je cite, « Je lutterai contre le salariat déguisé des entreprises ubérisées, je requalifierai leurs collaborateurs en salariés. » Oui, normal, ce qu'ils demandent d'ailleurs. Mais vous faites ça tout seul? Vous n'avez pas le pouvoir de requalifier, tout ça se fait... On a le pouvoir, ah bah oui, ça s'appelle le Code du travail, et on a le droit de parfaitement accepter aujourd'hui que cette forme d'esclavage moderne qui consiste à prendre des gentils auto-entrepreneurs qu'on met en relation avec des gentils clients qui contractualisent entre eux et font concurrence à des artisans qui, eux, payent des cotisations sociales. Tout ça pour remonter des dividendes au propriétaire d'une plateforme qui ne paye pas d'impôts en France. Non, mais c'est pas nouveau ça, Benoît. Vous avez fait quoi quand vous étiez à Bercy sur cette question-là? Attendez, moi j'ai fait l'économie sociale et solidaire. Non, mais sur cette question-là, sur la question d'ubérisation, parce que vous étiez en lien avec tous ceux qui étaient aux manettes à Bercy, que ce soit M. Montebourg, que ce soit M. Sapin. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il ne vous a pas échappé que très concrètement, que la loi Macron et la loi travail, je les ai combattues au point que les deux, il a fallu la 49.3 pour qu'elle soit adoptée. Non, mais avant, oui, mais quand j'étais ministre, moi j'ai fait une loi qui permet de coopérative d'activité et d'emploi, qui est exactement le principe, en tout cas le contre-visage à l'ubérisation. C'est-à-dire le fait, quand on est auto-entrepreneur, plutôt que de rester seul et d'être à la merci de plateformes comme celle-là, de pouvoir mutualiser et de devenir coopérateur, c'est-à-dire... Non mais j'ai bien compris, mais est-ce que vous avez par exemple demandé à l'inspection du travail d'aller inspecter telle ou telle entreprise parce qu'il y avait des contrats un peu fallacieux? D'abord, je n'étais pas ministre du Travail, moi j'ai fait plein de choses. Pardonnez-moi, vous avez peut-être plus de pouvoir que nous en la matière quand vous étiez ministre. Oui, mais bon, moi j'ai fait une très jolie loi qui a permis de renforcer les droits des salariés et des travailleurs. Vous dites quoi, Hubert? Vous dites ces chauffeurs, vous les embauchez, vous êtes obligé, on fait une loi, enfin comment En Californie, les contrats
des chauffeurs ont été requalifiés en contrat de travail. Oui, même en France, il y a un chauffeur Donc VTC, voilà, alors, pas Uber, mais dès lors qu'on voit qu'il y a un lien de subordination, et ce lien de subordination, il est manifesté par quoi? Par le fait que l'entreprise dit, attendez, sur votre commission, ou alors la commission que moi je prends ou la commission que vous prenez diminue. Donc on n'a pas d'autre choix que d'accepter cette décision qui est une décision du propriétaire de la plateforme. Donc on est bien dans un lien de subordination, et le lien de subordination caractérise un contrat de travail. Donc on peut requalifier un contrat de travail. Et j'espère qu'on va le faire, parce que ça permettra d'équiper en droit ceux qui... une protection sociale. Mais sociale, autour de l'auto-entrepreneuriat, ce qui se passe, c'est-à-dire de l'emploi non salarié, il me semble qu'il faut aussi réfléchir à la façon dont ces formes d'emploi non salarié ouvrent droit à des droits, justement, il y a des protections. Ce qui n'est pas aujourd'hui suffisamment le cas, et ce que je trouve quand Emmanuel Macron s'était exprimé là-dessus, je ne sais pas où il l'avait fait, mais qu'il avait dit vaut mieux être chauffeur Uber que tenir les murs, ou dealer, comme si il y avait que ça comme choix. Là, vous revenez à la politique politicienne. Restons sur ce que vous dites. Ouais, mais ça, c'est sérieux. Non, alors là, pour le coup, ces mots-là sont sérieux. Ça dit une conception qui est une conception aujourd'hui de la réalité économique, de la réalité citoyenne, culturelle des quartiers. On n'est pas. Aujourd'hui, on est fort heureusement pas condamné à choisir entre tenir les murs et Uber. Ce qui n'est pas normal, ce que moi je lui ai dit, c'est que quand on est diplômé Bac plus 5, on n'est pas d'autre choix que de passer par de la précarité et des métiers pour lesquels vous n'avez aucune formation, alors que vous devriez être, je sais pas, ingénieur ou autre chose, ce qui correspond à votre formation. Donc, et pas chauffeur. On a posé la question à Uber, parce qu'on a fait un reportage sur cette question-là. On leur a dit, mais c'est très bien d'embaucher des chauffeurs, mais qu'est-ce que vous faites effectivement pour les Bac plus 4, Bac plus 5 des quartiers qui ne trouvent pas d'emploi? Et on nous a dit, on ne peut pas être obligé, on ne peut pas nous obliger à embaucher, on peut pas. Donc voilà, il y a aussi toutes ces questions autour de comment on fait pour contraindre les employeurs à recruter un public. Il faut les contraindre à payer de l'impôt surtout. On passe à autre chose. Maintenant, on va essayer de voir aussi au niveau de la politique européenne, puisque dans votre programme, vous souhaitez organiser l'annulation de la dette accumulée depuis la crise de 2008, et ainsi que la mutualisation des dettes européennes. Le retour un peu des eurobonds qui sont défendus depuis cette période. Mais si jamais vous n'arrivez pas à votre fin, ce qui est fort probable, notamment par rapport à l'Allemagne, par rapport aux pays de l'Europe du Nord, quelle serait l'alternative que vous proposeriez en échange? Bon, c'est quand même compliqué d'envisager l'alternative, le plan B, alors que le plan A n'est pas déclenché. Il y a des concurrents à vous qui l'ont déjà imaginé. D'accord, mais bon, moi je suppose que quand je prends des engagements, c'est pour essayer de les tenir et mettre en place des stratégies qui visent à la réussite de cet objectif. Oui, j'entends, mais bon, quel sens cela aurait-il de dire ce qu'est le plan B et d'inviter tous nos partenaires, évidemment, à se dire, puisqu'il a un plan B, autant faire échouer le plan A. Donc moi, je ne vais pas vous dire ce que c'est le plan B. Ce que je veux, c'est quoi? Par priorité, que la dette des pays qui ont été saignés à blanc, comme je vais prendre l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, soit annulée, comme le demande le Fonds monétaire international, parce qu'elle est insoutenable et tout le monde sait qu'elle ne sera pas remboursée. Deux, qui est un système de caution mutuelle sur nos dettes respectives, c'est-à-dire que, en clair, les pays européens se portent caution les uns des autres sur leurs dettes. Et, troisièmement, qu'il puisse y avoir une mutualisation de la dette, c'est-à-dire que le nouvel endettement que chacun consentirait se fasse sous la forme de titres communs, c'est-à-dire avec des taux communs. Difficulté pour l'Allemagne incontestable que d'accepter aujourd'hui, elle, d'emprunter sur les marchés à des taux supérieurs aux ceux auxquels elle emprunte aujourd'hui, sauf qu'en réalité, elle a assez peu besoin d'emprunter aujourd'hui, et que c'est une des conditions pour éviter la dislocation du projet européen. Ça n'est pas la seule condition. Et donc, si ça ne fonctionne pas... Est-ce que, tout de même, si jamais ça ne fonctionne pas, il faudra envisager une sortie, un Frexit comme disent les anglo-saxons? Non, moi je n'envisage pas ce qui serait une catastrophe pour la France et pour l'Europe. Si on veut s'affaiblir et être passé du statut, on va dire, de puissance moyenne, l'Europe, à nain, parce qu'on deviendrait des nains face aux Chinois, face aux États-Unis, etc. On choisit cette stratégie du Frexit. Et regardez les Anglais. Pour tous ceux qui disent, tous ceux qui disent, voilà, ce serait bien que M. Hamon, imaginons qu'il remporte la primaire, qui se rapproche par exemple de Jean-Luc Mélenchon. Pour tous ceux qui disent ça, ça c'est un argument qui. Mais je n'ai pas que des points d'accord, sinon je soutiendrais Jean-Luc Mélenchon ou il serait dans mon comité de soutien. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais il y aura sûrement des discussions, il y aura sûrement des choses qui vont se. Oui, et c'est un des points qui va, un des points difficiles. Ouais.
Maëva, on va passer à l'écologie, monsieur Hamon. Oui. Donc je vais aborder rapidement un sujet un peu chaud d'actualité qui est Fessenheim. Le conseil d'administration d'EDF a récemment ouvert la voie à la fermeture en acceptant l'indemnisation de l'État. En parallèle, il y avait l'opposition des salariés qui parle de 2000 emplois menacés. Donc comment concrètement vous feriez pour concilier les deux? Est-ce que vous fermeriez Fessenheim? Et dans ce cas-là, comment rassurer? Je vais vous dire, je pense que c'est une décision en trompe-l'œil, la décision du conseil d'administration, puisqu'elle renvoie à une nouvelle décision après les élections présidentielles, donc avec une petite idée derrière la tête du conseil d'administration que la majorité pourrait changer, qu'elle serait favorable au maintien de Fessenheim, et que deux, elle est conditionnée à quoi? De surcroît, au démarrage de l'EPR de Flamanville et au redémarrage du réacteur numéro 2 de Paluel, qui est en maintenance. Donc, pour faire clair, pas en maintenance, mais qui a eu un accident de chantier. Donc, en gros, il y a tellement de conditions qu'aujourd'hui, il apparaît que, dans les faits, le pari d'EDF, c'est qu'on ne ferme pas Fessenheim. Non mais élargissons la question, monsieur Hamon, c'est-à-dire que... Non mais je précise, parce que pour juste faire passer le message au conseil d'administration d'EDF, que moi je sais lire un compte-rendu comme celui-là, et qui ne m'a pas échappé, et que si je suis président de la République, on en reparlera, et pas aux conditions qui sont celles qu'il pose, c'est-à-dire que vous êtes pour une transition écologique. Oui, et donc je suis pour la fermeture de Fessenheim, et je suis donc pour former les salariés au démantèlement et des réacteurs nucléaires. Je suis pour les former, et ça aurait dû être fait depuis longtemps. Que peut-on reprocher aujourd'hui à EDF, et d'ailleurs à l'État? C'est de ne pas avoir anticipé la nécessité de former aujourd'hui des salariés qui ont des savoir-faire, des compétences dans le domaine nucléaire, à la montée en puissance de la part des énergies renouvelables. Je rappelle qu'on en aura. C'est d'autant plus nécessaire qu'on estime que, c'est l'OCDE qui le dit, que à puissance équivalente produite, le nucléaire embauche 6 fois moins de personnes que les énergies renouvelables. Donc il y a des gisements d'emplois considérables vers lesquels pourront être reconvertis sans difficulté les salariés de la filière nucléaire. Sauf qu'on leur a fait peur, sauf qu'on les a maintenus dans une forme de couloir de nage dont ils ne sont pas sortis, qu'on n'a pas ouvert la possibilité d'une diversification de leurs activités et d'une formation supplémentaire. Donc il faudra l'engager. Qui fera ça? Le conseil EDF qui doit assumer. Si EDF demain reste le principal opérateur dont l'État est actionnaire majoritaire de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'elle investit plutôt qu'aller investir dans Hinkley Point des sommes astronomiques au point que le directeur financier d'EDF démissionne. Oui, mais bon, ce sont des investissements qu'on sent là-bas. Investissons dans les énergies renouvelables parce que ça crée 6 fois plus d'emplois que le nucléaire. Donc c'est-à-dire que l'État actionnaire majoritaire impose donc à EDF de former les salariés au démantèlement et à l'après. Mobilisera tous les instruments des politiques publiques de formation qui relèvent aussi bien du financement des entreprises que de la participation de l'État à la formation de ses salariés, à une reconversion qui pourrait être, pour l'essentiel, dans les énergies renouvelables, dans le démantèlement des centrales nucléaires, mais pas que. On en aura besoin dans les années à venir. Je rappelle qu'il y a 17 réacteurs qui devraient être fermés et que nos centrales vont arriver progressivement en fin de vie. On passe à toute autre chose, c'est la fin bientôt de notre interview. Monsieur Hamon, je passe la parole à Ilyes sur la 6e République. C'est un projet. Bon, la 6e République. Si demain vous êtes président de la République, concrètement. Il faut que tu dises Inch'Allah. C'est ça. Avec moi, oui. Oui. Si demain vous êtes président de la République, la 6e République, ça arrive quand et ça arrive comment concrètement? D'abord, j'ai proposé qu'il y ait 3 premiers référendums dès le 2e tour des élections législatives. Donc on vote pour son député. Son député au 2e tour. Et on répond à 3 questions. Et on répond exactement. Vote blanc. 49.3 citoyens. 49.3 citoyens et droit de vote des étrangers. Comme ça, ce débat. 49.3 citoyens, rappelez juste. Ah oui, pardon. 49.3 citoyens, c'est la possibilité pour 450 000 électeurs, c'est-à-dire 1% du corps électoral, d'imposer qu'un sujet soit examiné par l'Assemblée nationale ou d'obtenir qu'une loi votée par l'Assemblée nationale soit soumise à référendum. 450 000 en nombre, représentatif de la moitié des départements, pour pas qu'on se retrouve avec 3 départements ou 4. Non, mais je l'ai amélioré parce que je trouvais que les critiques étaient justifiées sur ce point. Et ce qui se fait en Suisse et en Italie... Il y a une loi sur la reconnaissance, par exemple, de la Palestine. Est-ce qu'on réunit pas 450 000 personnes très facilement dans la moitié des départements qui y sont posées? Et pour la quasi-totalité de vos lois, est-ce qu'on réunit pas très facilement 450 000 personnes pour ralentir à chaque fois le processus, pour bloquer certaines choses? Mais non, d'abord, oui, mais bon, est-ce que ça bloque en Italie? L'Italie, c'est un pays assez conservateur. Il y a eu l'union gay pour qui vient d'être adoptée.
Vous avez vu 450 000, en tout cas l'équivalent, c'est Si pareil. on avait fait le mariage pour tous avec ce 49.3 citoyen, probablement qu'il aurait été bloqué. Peut-être qu'il y aurait eu un référendum, mais le référendum, je peux vous assurer, moi, qu'il aurait été adopté. Je peux même vous dire que parce qu'il y a une majorité dans l'opinion, il y a tout. Alors, tous les sondages ont montré. Alors les sondages, Non, mais d'accord. Sauf que quand ils sont constants, non, écoutez-moi. Quand ils sont constants à dire que les Français sont favorables, par exemple, je vais prendre cet exemple, le mariage gay et l'adoption par les couples homosexuels d'enfants. Depuis des années, les Français sont constants là-dessus. Ils sont constants aussi pour réclamer le droit à mourir dans la dignité. Et ils sont très en avance sur les politiques, qui sont beaucoup plus frileux, beaucoup plus timides que la population. Donc, moi, ce que je dis, c'est que le double verrou, c'est la représentativité territoriale, il faut la moitié des départements, et un taux de participation au référendum qui soit suffisamment élevé pour pas qu'il y ait 5% de participants et qu'on décide qu'une loi n'est pas adoptée. Mais sur la 6e République, du coup, eh bien, elle viendra dans la foulée. C'est que là encore, nous organiserons une grande conférence citoyenne qui associera le Parlement, évidemment, des assemblées régionales de citoyens tirés au sort, pour penser quoi? Cette fois-ci, le cumul des mandats, les conditions d'élection du Parlement, le rapport entre l'exécutif et le Parlement et les capacités de contrôle, d'évaluation des politiques de l'exécutif par le Parlement. Et après, on est une assemblée constituante après ça? Ça peut, le Parlement et les assemblées régionales de citoyens tirés au sort font office de constituante et ensuite nous soumettons à référendum la constitution de la société. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fin du quinquennat, on soit à la 6e République? Ah oui, l'objectif, c'est que... Parce que ça prend du temps d'installer tout ça. Oui, mais on peut considérer, oui, ça peut prendre du temps, mais on peut considérer qu'au bout de 3 ans, on est en capacité quand même de proposer... Oui, mais bon, on sait les sujets quand même. À faire semblant, ça fait 20 ans qu'on trouve que la 5e République fonctionne mal. On sait exactement ce sur quoi aujourd'hui on peut... dégager ce qui, j'espère, serait une conférence de consensus. Juste un mot sur le droit de vote des étrangers, très rapidement. Ça fait 1980, déjà dans le programme de François Mitterrand, etc. Deux petites questions. D'abord, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça va passer? Puisque la majorité de 3/5 ne sera pas réunie, peut-être qu'un référendum... 3/5, c'est référendum. Et référendum, donc peut-être que ça passera pas, à moins que vous ayez aussi une forme de conviction personnelle. Et la deuxième chose, c'est est-ce que finalement, c'est encore un sujet aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas encore plus loin? Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas le droit de vote des étrangers aux élections nationales? Mais parce que... Comme l'a fait Sylvia Pinel dans son programme. Moi, je pense que les étrangers, dès lors qu'en France, tout citoyen est détenteur d'une parcelle de la nation, c'est ainsi que la citoyenneté nous lie à la nationalité, les étrangers peuvent être associés aux décisions qui les concernent sur le plan local, mais ce qui relève des décisions qui mettent en cause la souveraineté de la nation... Mais vous proposez une 6e République, ça pourrait être complètement... Mais je vous réponds, moi je suis défavorable, je suis favorable au droit de vote des étrangers aux élections locales, mais pas aux élections nationales. Donc la citoyenneté, indirectement... on continue à avoir un lien direct entre... oui et non, parce que déjà, si on donne le droit de vote des étrangers aux élections locales, il y a une citoyenneté partielle, mais qui n'est pas une citoyenneté... Rapidement sur la faisabilité, qu'est-ce qui va... Finalement, pourquoi est-ce que vous réussirez là où François Hollande n'a pas réussi? Il n'a pas beaucoup de temps. D'abord, il n'a pas essayé. En prétendant que les 3/5e ne seraient mais moi, je pense que... Mais 3/5e, on oublie les 3/5e. Ce sera référendum au deuxième tour des élections législatives, donc dans le sillage de la victoire aux élections présidentielles, donc dans ce qui me paraît être le moment le plus dynamique pour pouvoir le faire. Il vaut mieux qu'il y ait une vraie proximité entre les deux moments. Et dans ces conditions-là, moi, je ferai campagne pour qu'il soit adopté. Ce ne sera pas simple, je ne dis pas. Mais autant que cette question-là soit mise devant le peuple, qu'elle soit tranchée. Si les Français disent non, eh ben ils diront non. Peut-être que d'autres reviendront dans 10 ans avec cette question si la réponse a été non. Mais moi, je veux sortir de l'hypocrisie la plus absolue, qui veuille que ce soit dans nos programmes, et qu'après, à chaque fois, on explique que le peuple n'est pas mûr. Mais qu'est-ce que ça... allons-y, quoi, pour une fois. Là, parce qu'on arrive à la fin de l'interview, on est à 3 jours du vote du deuxième tour, dimanche. Est-ce que vous êtes conscient que dans les quartiers populaires, dans les banlieues, et notamment ici, en Seine-Saint-Denis en règle générale, il y a très clairement cette idée des habitants que le PS a très clairement trahi le message du Parti Socialiste, le message de la gauche, et qu'il n'y a plus aucune confiance envers le Parti Socialiste. Donc aucune, c'est excessif, mais comme tout... Honnêtement... non, mais aucune, c'est excessif. Je crois que c'est large, voilà, c'est une idée assez large quand même, on va dire. Aucune, c'est excessif. Mais c'est une réalité aujourd'hui que de constater partout, y compris dans ma propre circonscription, que la déception, elle est là. Elle est là. Et 95% des inscrits ne sont pas déplacés à la primaire. Oui, il y en aurait eu. D'accord. Oui, mais partout. 95%. Mais c'est plus que la moyenne nationale. Donc excusez-moi, à Trappes, ils sont meilleurs. Oui, mais bon. Oui, mais je croyais que d'habitude les quartiers. Oui, mais d'accord.
Mais il vous a pas échappé que les quartiers participent d'habitude beaucoup moins que le reste de la France. Là, ils ont participé plus. Donc, notez aussi les bonnes nouvelles, si je peux me permettre. Entre 4 et 5%, on a du mal à se réjouir. Mais c'est quand même compliqué. d'accord, mais c'était combien la dernière primaire? On n'a pas eu quand même, on n'a pas non plus fait sauter les compteurs, surtout pour une primaire. Donc, en plus, dans un moment d'affaiblissement de la gauche. Mais si vous voulez me faire dire que la gauche est affaiblie, oui, à raison de quoi? Le fait qu'elle a eu, que son bilan est contrasté et suffisamment mauvais dans certains domaines pour que beaucoup de Français aient pris leur distance. Ça, c'est une réalité. Oui, avec une position aussi parfois paternaliste de certains, avec des propos sur l'islam très stigmatisants. Ah, ça m'a pas échappé. Vous avez participé, mais c'est une réalité. Des promesses trahies. Et donc ça aussi, vous en êtes malheureusement un peu... Eh bien, écoutez, c'est assez simple. À gauche ou à droite, puisqu'on est là entre gens qui appartenaient à peu près à la même génération. Tocqueville disait, dans toute génération nouvelle, il y a un peuple nouveau. Décidez le peuple que vous voulez être. Et choisissez, et je le dis à tous les citoyens, là je ne vous le dis pas comme journaliste, mais comme citoyen. Moi, j'ai choisi une famille politique avec laquelle j'ai des fois des relations assez tendues, mais je reste un homme de gauche. Et un homme du Parti Socialiste. Je suis candidat dans les primaires. Je suis pas fétichiste des partis, hein, pour vous rien vous cacher. C'est pas ce qui fait l'essentiel de mon identité. Et si ce doit être ailleurs un jour, ce sera ailleurs. C'est possible ça dans les prochaines années? J'en sais rien. Je veux dire, honnêtement, qui sait dire? Regardez, personne ne savait dire le pronostic des primaires. Qui sait où nous serons dans quelques années? Essayons de faire en sorte que, à partir de cette présidentielle, on soit déjà dans un monde avec respirable, vivable, parce que c'est quand même un peu la priorité des priorités. Donc voilà. Donc moi, j'invite les citoyens à, quelles que soient les voies qu'ils choisissent, à décider de tordre le cou à qui ils veulent tordre le cou et à les remplacer par qui ils le souhaitent. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la démocratie, c'est la chance qu'on a. Quand vous voyez 5% des inscrits, et ce sera la dernière. Non, mais pour les primaires, c'est pas le bon. Tu pouvez dire sur les élections précédentes. Ce désenchantement, il est incontestable. Je viens de le dire. Et donc, quand vous voyez ça, quand vous allez dans les quartiers et qu'on vous dit finalement Hamon ou les autres, c'est pareil, quand vous voyez 95% des inscrits qui ne vont pas voter parce que ça reste un chiffre parlant, etc. Est-ce que c'est un vrai objectif, c'est une vraie préoccupation pour vous? Et vous vous dites, y compris dans ces quartiers, il y a quelque chose à aller chercher? Ou est-ce que finalement, il y a une forme de résignation, ils ne voteront pas, etc. Non, oui, mais on la voit quand certains s'adressent qu'au bien portant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un discours aujourd'hui politique qui ne s'adresse qu'à, on va dire, une frange de la population qui est celle qui va bien, CSP+, qui est celle qui fait les modes, fait les tendances. Et ben, moi, je suis un élément de ce système-là. La question, c'est, est-ce que je me résigne à l'entre-soi et finalement à dire qu'à ce moment-là, il faut rétablir le suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'on choisit qui a le droit de voter, les autres étant à l'écart de la démocratie, ou alors est-ce qu'on s'attache, et c'est pour ça que les questions que j'ai portées étaient des questions qui partaient de ce que j'ai appelé les situations des invisibles, sur le vieillissement de la population, sur les problématiques de perturbateurs endocriniens, sur la question de la précarité au travail, de la souffrance au travail. Je suis parti de cela pour essayer de dire quel pourrait être le futur désirable dans lequel on se retrouve tous. Après, on ne prend pas le chemin. Moi j'ai dit, je ne crois pas au caractère providentiel de qui que ce soit. C'est ce que je propose. Est-ce que des Français le prendront avec moi? Je le pense. Seront-ils assez nombreux pour faire une majorité? Je l'espère. Y aura-t-il beaucoup de gens des quartiers dans cette majorité-là? C'est aussi mon désir le plus profond. Mais on est en démocratie, hein, avec des citoyens libres, y compris libres de ne pas voter, y compris libres de se mettre à l'écart des institutions démocratiques s'ils le souhaitent. C'est la force des démocraties. C'est aussi le danger des démocraties, c'est que les citoyens ne votent plus. Merci Benoît Hamon d'être venu au Bondi Blog. Juste une chose, on a invité Manuel Valls également à venir nous rencontrer pour répondre à nos questions et selon son équipe, ce n'était pas possible. Donc on le regrette de ne pas l'avoir reçu et on verra les résultats dimanche pour cette... En gros, si je gagne, c'est grâce au Bondi Blog. Je rappelle que vous étiez venu à notre émission au tout début, donc en novembre 2014, juste après votre départ du gouvernement. C'est vrai, oui, c'est vrai. Merci Bilal Hamon. Vous me confirmez qui était Bilal ou pas? On me dit que c'était juste... quoi? Moi, que c'était le premier muezzin esclave noir affranchi par le prophète. Voilà. Donc j'avais bon... Donc ça vous va? Ah, moi, ça me va très bien. Moi, surtout quand je veux le dire ici, je regarde la caméra, c'est que quand il m'insulte, c'est une grande fierté pour moi d'être insulté par vous, mesdames et messieurs les racistes. Merci d'être venu.